Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'un autre midi, votre magazine télévisé de l'actualité culturelle, un peu de culture et de réflexion en ce long week-end de Pentecôte qui célèbre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Voilà, on dirait le jour du Seigneur. Pour nous accompagner dans cette réflexion, Bernard-Henri Lévy, bonjour, vous êtes philosophe. Bonjour. Vous avez été apôtre aussi, celui de Louis Althusser, votre maître et professeur, qui publie ses lettres à Hélène aux éditions Grasset. Althusser, c'est l'un des philosophes les plus influents du XXe siècle. C'était votre maître à penser, ça a été votre professeur à Normal Sup. Vous préfacez ce livre franchement merveilleux à des lettres à Hélène Rittmann qu'il a aimé toute sa vie avant de l'étrangler en novembre 1980. Avant de parler de ce livre et de beaucoup d'autres sujets, puisqu'on vous a vu sur d'autres fronts depuis le début de l'année, permettez-moi de vous présenter l'équipe d'un autre midi. Clara Dupont-Mono est journaliste et écrivain. Elle a des apôtres aussi, dont je fais partie. J'ai une auréole. Voilà. Ça se voit pas. Clara va nous parler d'un artiste bavarois passionné de nids d'oiseaux. Voilà. Comme ça, c'est pas très vendeur, c'est pas un très bon pitch, on dirait-on en langage télé, mais c'est un artiste merveilleux. Élise Chassin passe la plupart de son temps à cacher sa beauté dans les salles obscures et suit pour nous l'actualité du cinéma. Cette semaine, elle va nous conseiller 2 films, l'un sur le mariage et l'autre sur le divorce. L'un n'allons pas sans l'autre, car, comme le dit très bien Oscar Wilde, voilà, le mariage reste la cause principale de divorce. Guillaume Erner a dû lui divorcer de sa mère pour épouser sa femme. Guillaume va Je ne m'en remets pas d'ailleurs. Guillaume va nous parler aujourd'hui d'un auteur mort, c'est son penchant, mais plus sérieusement d'un auteur qui a fait couler beaucoup d'encre, dont la vôtre. Il n'aimait pas ma mère d'ailleurs. Il s'agit de Céline, avec une biographie d'Henri Godard qui vient d'arriver et qui va compter dans les étagères de nos bibliothèques. Alors Bernard-Henri Lévy, votre professeur et maître Louis Althusser, tous nos téléspectateurs ne le connaissent pas ou pas bien. Pour certains, sa vie se résume à celle d'un philosophe fou qui a assassiné sa femme. Pourquoi est-il devenu votre maître? Pourquoi vous a tant marqué et marqué beaucoup d'intellectuels dans le monde entier? Ah oui, dans le monde entier, parce que c'est au-delà de la France. C'est un moment très particulier de l'histoire de la philosophie. Vous savez, il y a eu le moment grec au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu le moment allemand au 19e siècle. Et puis, il y a eu un moment français autour des années 60 avec des hommes comme lui. Il y avait Jacques Lacan, il y avait Michel Foucault, mais il y avait Louis Althusser, une galaxie de penseurs absolument majeurs. Alors lui, il incarnait dans cette galaxie-là, c'était le philosophe marxiste, le rénovateur du marxisme-léninisme, le réinventeur d'une théorie de la révolution à partir de laquelle les femmes et les hommes qui avaient 20 ans en 1968 ont véritablement recommencé de penser. Donc c'est ça la scène primitive. Parce qu'on l'a présenté comme un pédagogue exceptionnel, mais... Non, ce n'était pas un pédagogue exceptionnel, parce que ce que j'explique en particulier dans la préface à ses lettres à Hélène, c'est que, ça c'est une des énigmes d'Althusser, il pédagogisait pas tellement. Peu de normaliens de ma génération ou des générations suivantes ou précédentes se souviennent de l'avoir entendu faire cours. Donc c'est une relation très bizarre à la maîtrise et à la discipline. C'est-à-dire c'était un professeur qui n'enseignait guère, qui avait très peu de contact avec ses étudiants, qui n'écrivait pas de vrais livres, dont les livres étaient des embryons de livres et qui, malgré ça, avait un rayonnement tout à fait extraordinaire. Mais comment vous l'expliquez ça, justement? Alors je l'explique, c'est tout l'objet de ce long texte qui est un peu plus qu'une préface que j'ai donné à ces lettres à Hélène. C'est assez inexplicable d'abord. La seule explication que je vois, c'est que les quelques intuitions philosophiques qu'il formulait étaient d'une force extrême. En quoi Althusser reste moderne aujourd'hui? Il reste moderne, par exemple, pour la raison que je viens de vous dire. Il reste moderne, pour moi, en tout cas, en ce que il est
un maître en antinaturalisme. Il y a une ligne, un grand clivage dans la philosophie contemporaine, entre la philosophie moderne et contemporaine, entre les philosophies naturalistes et les philosophies antinaturalistes. Ceux qui pensent que pour accéder au réel, il faut utiliser des véhicules qui sont à peine réels, qui sont très abstraits, qui sont des concepts, qu'on va vraiment vers le réel et qu'on le comprend quand on y va avec des abstractions presque irréelles, avec des concepts. Althusser était le penseur de ça. Ça, c'est moderne. Vous saviez que votre professeur et maître à penser était fou ou luttait contre la folie? Non, non. Alors ça fait partie de ces choses, de ces vérités insues que tout le monde prétend avoir toujours su après, mais que personne ne savait. Il n'y avait pas des petits signes? Non, il y avait des signes, c'est une des choses incroyables dans cette aventure qui se révèle dans ces lettres à Hélène, c'est qu'il y avait des signes, mais nous ne les décryptions pas. Il y avait des absences, il disparaissait quand il nous recevait. Vous dites à un moment, il dit avoir détourné un sous-marin atomique car il a fait un pacte avec l'URSS. Oui, mais vous savez, c'est comme dans ce film d'autrefois, Goodbye Mr. Chance, avec Peter Sellers qui jouait un faux président de la République. Le préféré d'Élise. Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps parce qu'il est ressorti. Vous voyez que je suis attentif à votre émission et à ses chroniqueuses. Mais ça nous fait très plaisir. Vous voyez, voilà. Il avait le rôle du président ou du candidat. Donc, quoi qu'il dise, on se disait c'est présidentiel. Oui. Althusser, il avait le rôle du sujet supposé savoir, supposé transmettre, supposé enseigner. C'était le philosophe le plus important de l'époque. Donc, quand il disait j'ai détourné un sous-marin soviétique, les althussériens, je suppose, c'est oulala, message, qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà. Donc personne ne se disait Althusser est fou, bien sûr que non. Le cas Althusser, votre maître qui était double finalement, vous a fait réfléchir sur votre cas. Vous n'êtes pas fou, vous n'avez étranglé personne, ça doit vous traverser l'esprit comme tout le monde. Mais est-ce que vous vous êtes dit, il y a un Bernard, est-ce qu'il n'y a pas un Bernard-Henri Lévy qui puise son inspiration dans un autre? Mais il faut être sourd pour s'imaginer que, encore une fois, qu'une philosophie, c'est une cloison de l'esprit complètement étanche aux autres. Philosophie, elle puise dans des zones obscures, elle puise dans des intuitions. Il y avait deux personnages chez Althusser ou il n'y en avait qu'un? Non. Il y en avait plusieurs peut-être. Il y en avait plusieurs, mais qui communiquaient. Les quartiers communiquent, et on est bien plus que deux. On est un sujet, quel qu'il soit, une aventure de subjectivation, c'est un manège infernal, c'est des oiseaux en cage qui se querellent, qui jacassent les uns contre les autres. Et de temps en temps, ça donne des très grands livres ou des très grands textes comme les textes d'Althusser. Mais il n'y a pas de grands textes, ça vraiment je le pense, sans ce passage par les limbes et sans cette sortie des limbes. Alors, il faut que ça en sorte, bien sûr. Il ne faut pas, une philosophie, c'est pas des onomatopées indistinctes. Alors Bernard-Henri Lévy, Élise, les histoires de couple justement inspirent beaucoup le cinéma. Oui, Élise nous fait le tri dans les 11 ou 12 sorties de la semaine prochaine. Alors elle nous a choisi, vous avez longtemps hésité entre le mariage et le divorce. Et puis, finalement, j'ai choisi les deux parce que l'amour c'est ça, c'est les sentiments les plus extrêmes comme les plus purs. Alors il y a le premier, c'est le film Pourquoi tu pleures de Katia Lewkovitch, qui est une comédie qui est très légère, très fraîche parce que ça parle des débuts d'une histoire d'amour et forcément dans les débuts on ne connaît pas l'issue de l'aventure et surtout on n'a absolument pas envie de la connaître. Et pourtant, même dans la plus belle des histoires, l'usure peut surgir à n'importe quel moment. Et ça, c'est le thème du deuxième film dont je vais vous parler, qui est un film indépendant américain qui s'appelle Blue Valentine, qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus nostalgique pour le coup. Donc je commence par la première étape, qui est l'étape du mariage avec le film Pourquoi tu pleures. J'avais vraiment envie de vous parler de ce film parce que c'est un premier film français qui est extraordinairement bien écrit, avec surtout un trio d'acteurs dont on se dit qu'ils étaient faits pour jouer une famille. Emmanuel DeVos, son frère dans le film, Benjamin Biolay, qui est extraordinaire, et leur mère, Nicole Garcia. Ils sont tous tellement remarquables qu'on oublierait presque qu'ils composent leurs personnages et qu'ils ne jouent pas leur propre rôle dans le film, quoi. On est 4 jours avant le mariage du personnage de Benjamin Biolay. Problème, la mariée, jouée par Valérie Donzelli, a disparu. Donc le personnage un peu passif et paumé que joue Biolay va se retrouver pris dans un tourbillon d'hystérie familiale à devoir prendre une décision cruciale toutes les 10 minutes. Et tout ça sans savoir bien sûr si la grande décision qu'il va devoir prendre est bien la bonne. Regardez la bande-annonce.
La prochaine fois que tu me verras, je serai en blanc. Je t'aime et je suis très très heureux. Je vais pas me taper 3 Tata Monique à mon mariage alors que j'en ai jamais rencontré une seule. Bah va pour Tata Monique. Oui, mais c'est sûr, ça fera l'occasion. Sur moi que tu te marieras jamais. Faut pas que tu te maries, hein. Jure. Dis pas, putain, dis pas ça. Tous les jours, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Tous les jours. Ce qui est compliqué, c'est de tenir. Pourquoi tu t'es marié avec moi? J'avais le choix, tu crois? Est-ce que je peux te lire mon discours de témoin? Non, vraiment, je peux pas. Mais comment tu lui parles? Si vous saviez, quand j'étais petit, je rêvais que mes parents crevaient pour que vous puissiez m'adopter, alors. Mais t'aurais pas 2 minutes à accorder à ton vrai fils. Le DJ, il propose Love Boat ou à la limite I Will Survive. Ouais, c'est vrai, ça aura du sens. Mais pourquoi tu pleures? Je pleure pas. Mais Cindy, ta mère, pourquoi tu pleures? Maintenant, place au spleen, parce que c'est bon d'avoir un petit peu mal quand même au cinéma. Enfin, moi, je trouve. Attendez, est-ce qu'il la retrouve d'abord, la femme? Ah, je ne vous le raconte pas. Je ne vous le raconte pas. Oui, bon, parce que là, on est tous en haleine, là, on va courir. Ce qui est très fort dans le film. Faut savoir où il la retrouve. Vous en avez très bien parlé. Moi, en tout cas. Vous avez envie de savoir. Ah, j'ai envie de savoir, oui. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle n'apparaît que dans les dernières minutes, à partir de mercredi qui vient. J'adore Nicole Garcia, donc je vais. Elle est très très bien dans le film. Donc là, voilà, je vous dis que j'aimais moi avoir un petit peu mal au cinéma. Là, c'est le cas avec ce film Blue Valentine qui va nous raconter une histoire d'amour, mais pour le coup en mode autopsie, c'est-à-dire en commençant par la fin. Quand tout ce qui était beau et magique dans le couple s'est déjà délité et quand on peut plus supporter ni les défauts ni même les blagues de son ancien amoureux. C'est avec Michelle Williams et Ryan Gosling, 2 acteurs qui sont très en vue en ce moment à Hollywood. Ils sont d'ailleurs également coproducteurs de ce film qui est vraiment l'archétype du petit film indé américain très arty avec une bande originale somptueuse qui est signée Grizzly Bear. Et ce qui fait que ce film est extraordinairement cruel à regarder, c'est pas tant ce qu'il raconte que la manière dont il le raconte avec un montage qui est tout en flashback, c'est-à-dire que ça nous ouvre des fenêtres sur les jeunes années de bonheur pleines de promesses de ce couple avant de les refermer brutalement et de nous ramener dans leur présent qui par contraste semble tellement glauque et sans issue. Tout le monde est très attentif, hein. On sent que ça, mais ça fait écho. Monde, ça fait réfléchir. Ça fait écho. Regardez un petit extrait. Clara réfléchit, oui. Voilà, Blue Valentine, ça sort ce mercredi aussi. C'est une histoire qui est magnifiquement racontée, mais pour le coup, pour un premier encart au cinéma, je vous conseille pas d'amener votre copain, copine. Vous faites vos premiers encarts au cinéma, vous? Bah, pas vous. C'est comme ça que vous avez trouvé votre vocation. C'est pour ça que Guillaume me proposait d'aller au cinéma tout à l'heure à 14h. Je te remercie de comprendre enfin. Ça y est. Merci, Élise. Bernard-Henri Lévy, je vous propose maintenant de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité culturelle à l'étranger, avec notamment le chou chinois, qui a plus la cote sur le marché de l'art que le concombre espagnol dans les supermarchés. Vous allez comprendre pourquoi. Voici le Foreign Box Office de Pierre Pochard. Dernière sensation de saison, la très jeune peintre australienne Aelita, 4 ans au compteur, expose actuellement ses œuvres dans la galerie new-yorkaise Agora et accueille elle-même le visiteur. Welcome for you to come to my space. Hurrah! Mademoiselle, c'est rassurant, se comporte comme un enfant. Et ses peintures grand format relèvent, ça saute aux yeux, d'une abstraction naturelle qu'elle nous décrypte avec une assez crédible spontanéité. La valeur ajoutée n'attendant surtout pas le nombre des années, ces peintures se vendent en moyenne 7 000 €. Bon, comme d'habitude, l'inévitable référence à Picasso et Jackson Pollock revient comme un lieu commun. She's special in that she really knows what she's doing, and in that she understands color, composition, texture. If you look at her paintings, you'll see that they're balanced. Aelita, qui expose depuis l'âge de 2 ans, sent la mini-miss à plein nez. Son père, lui-même artiste, ne tient pourtant pas tout à fait le discours formaté d'un éleveur de champions. There's no education, no understanding of art history or of art movements, no intimidation, thinking, oh, you know, I'm in the shadow of Picasso or Pollock or something. So here she is, completely and utterly innocent, just with an innocent eye almost, coming to a canvas. So I'm looking at it from the opposite side and thinking, let's see what she does. I'm just so curious to see what somebody in that position produces. Plus subversif et tout aussi spontané, les graffitis sauvages qui maquillent Sao Paulo deviennent une spécificité de la ville. Inspirée des lettrages de l'alphabet viking, propre aux peuples germaniques anciens, cette contre-culture graphique est l'œuvre des pichadores, jeunes marginaux traditionnellement pourchassés par la police.
C'est de la peinture rupestre moderne qui prend les murs pour support et la ville pour témoin. There's a lot of pichadores that died trying to do their signs, you know. How many artists do you know that risk their life to make his art, to paint something, you know? When they do something like that, they want to say something like, I prefer you to hate me than you ignore me, you know? Alors que le concombre plaide non coupable, l'artiste chinoise Zhu Duokui réhabilite le chou pour en faire des sculptures et les photographier. Le premier qui dit que c'est de très mauvais goût gagne un tirage. Si. 用它不同的光线和不同的氛围，它最后出的图片的效果的情调是不一样的。 C'est vrai, c'est pas terrible. Au rayon je fais des œuvres avec du végétal, Zhu Duokui sert surtout de faire valoir au vrai travail du plasticien Nils Udo, que Clara Dupont-Mono va vous présenter, là, maintenant, tout de suite. Du coup, on ferme pas, on enchaîne. Alors Clara, effectivement, vous allez nous parler d'un artiste qui peint sans toile, ni peinture, ni pinceau, et dont l'œuvre est biodégradable, une sorte de cocktail entre Gérard Majax et Eva Joly, mais c'est un artiste merveilleux. Ça n'était pas prévu. Un livre chez Flammarion, c'est ça, et une expo au musée de la Poste à Paris. Voilà, alors d'ordinaire, quand même, les artistes et la nature, c'est l'histoire d'un long flirt. Hein. C'est pas, ça sort pas comme ça. On a vu des artistes qui s'inspiraient de chants de tournesol, qui s'inspiraient de nymphéas, mais on a vu moins souvent des artistes qui fabriquaient leurs œuvres avec des tournesols et avec des nymphéas. Et bien Nils Udo, lui, il fait ça. C'est-à-dire qu'il travaille avec ce qui lui tombe sous la main, pétales, baies, roseaux, brindilles, voilà, et il construit à chaque fois ce que j'appelle moi un poème, mais presque un poème physique que vous avez sous les yeux. Alors parfois, il suffit de presque rien. Il y a une œuvre que j'aime beaucoup, il a pris des pétales roses, il les a plantés avec des aiguilles de pin sur du sable, et regardez, on le voit juste là, eh bien, on dirait des parasols qui sont plantés sur des falaises, sauf que, évidemment, c'est à toute petite échelle. Alors parfois, c'est beaucoup. Il a une passion pour les nids, et il passe des heures à construire d'immenses nids, pour le coup qui sont assez volumineux, ou alors il assemble des baies, et le résultat est assez surprenant, c'est qu'on a l'impression que ce sont des organismes vivants, vous savez, des cellules que l'on voit au microscope. Donc c'est un art qui est beaucoup plus sensoriel que conceptuel, c'est le principe du land art aussi. Anti-althusérien à fond. Exactement, exactement. En même temps qu'il privilégie une sorte de libre arbitre quand même et de volonté humaine sur le pas du destin. Et c'est aussi un art qui berce beaucoup plus que ça ne délivre de messages, ça parle de métamorphose. Rencontre avec Nils Udo au micro de Pauline Cazobon. Là, j'étais tout seul. Je me suis promené dans une forêt et j'avais trouvé des baies rouges qui étaient encore en assez bonne forme. Je les avais accueillies dans un seau. J'avais mis de la neige dedans. J'avais fabriqué des boules de neige et je les avais teintées avec le jus de cette baie sauvage. Après, un peu plus loin, j'avais trouvé un petit creux dans la neige. Je les avais placés délicatement dans le creux. Et tout de suite à côté, j'avais trouvé quelques ronces, je les avais cueillies et entouré le nid avec ces ronces et puis photographié. Je ne suis pas quelqu'un qui meuble la nature avec des objets, des artefacts quelconques. Mon thème, c'est vraiment la nature elle-même. Dans chaque paysage nouveau, je découvre des phénomènes naturels nouveaux qui m'inspirent. J'intègre mon travail dans le rythme de la nature, c'est-à-dire je voulais abolir la frontière entre la vie et la nature. Et mon travail est devenu une part de la nature qui vit et qui meurt comme tous, comme nous tous. Donc c'est l'idée que ce n'est pas l'art qui dépasse les hommes, mais c'est l'art qui est à leur image, c'est-à-dire périssable, un peu comme les émissions de télévision par exemple. Hop, ça va, ça passe, et ça meurt. Et donc, alors qu'est-ce qu'il fait, Nils Udo? Du coup, pour éterniser, il fait comme nous on fait avec nos photos de famille, il les prend en photo. Et ce sont ces clichés qu'on peut voir dans cette exposition magnifique qui a lieu au Musée de la Poste à Paris jusqu'au 1er octobre. Et ce sont aussi ces clichés que l'on peut découvrir dans le très beau livre paru chez Flammarion, L'art dans la nature. Voilà, comme ça vous avez le choix. Être le Nils Udo du PAF, hein, finalement, c'est. Le Nils, voilà, c'est nous. Le Nils Udo, je suis un pétale. Voici un roseau, voici une jolie brindille, voici du sable. Et voilà, tout ça est très beau. C'est poétique. Une expo que les adultes vont adorer, mais les enfants aussi. Hein, les enfants adorent ça. Attentionné, vous nous proposez une petite sortie en famille. Bernard Lévy, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de la Libye, dont vous revenez, de la Syrie, vous irez peut-être, et de l'inévitable affaire DSK qui hypnotise les médias
et l'hypnose risque de durer. A tout de suite. Retour sur le plateau d'un autre midi. Nous sommes toujours en compagnie de Clara Dupont-Mono, de Bernard-Henri Lévy, de Guillaume Erner et d'Abdel Bounan, qui nous a rejoint pour l'actualité du web. Salut Victor. Ça va Abdel? Ça va. Je vous présente Bernard-Henri Lévy. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire la révolution sur le net, ça peut être l'un de vos hommes. J'ai pas autant de courage, Victor, pas autant. Justement, Bernard-Henri Lévy, vous revenez de Libye, où vous avez atteint la ville martyre de Misrata par bateau, une ville détruite méthodiquement et totalement par les troupes de Kadhafi. Quelles sont les nouvelles du front? Ça dépend lequel. À Misrata, elles sont mauvaises. C'est-à-dire que le cœur de la ville est libéré, comme je le raconte dans mon reportage de Paris Match de cette semaine. Mais les abords de la ville sont bombardés méthodiquement et probablement de manière croissante depuis quelques jours. Depuis le front de Defnia et le front d'Abdul Raouf, où je me trouvais, sont pilonnés par les forces de Kadhafi. Voilà. Et la question d'ailleurs que j'ai entendue avec le plus d'insistance sur les fronts autour de Misrata, c'est où sont les Français ? Où sont les Français? Où sont les hélicoptères français? Alors ils sont là, ils sont à Brega, ils sont à Ras Lanouf, mais je crois qu'on les attend aussi à Misrata. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous étiez là-bas? Le courage des gens. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est, je crois, le premier exemple dans l'histoire d'une ville dans laquelle sont entrés des dizaines et des dizaines de chars. Ils l'ont investi, ils l'ont éventré, ils l'ont coupé en deux, ils l'ont cisaillé. Ils s'y sont installés dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, sous les marchés couverts. L'OTAN n'a pas pu les déloger parce qu'ils étaient trop mêlés à la population civile. Et c'est les citoyens de Misrata qui, à main presque nue, ou en tout cas avec des armes de fortune, avec des armes bricolées, et j'ai vu les ateliers clandestins, les ateliers secrets de fabrication d'armes, ont réussi à repousser les chars un par un. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que vous êtes le nouveau ministre des Affaires étrangères alors? Mais je leur réponds que je suis un écrivain et parfois un journaliste amateur, comme j'espère pas trop mauvais, comme dans Match de cette semaine et comme je ne sais plus dans le journal du dimanche ou dans Le Monde la dernière fois. Voilà, je suis écrivain. Alors Bernard-Henri Lévy, on l'a vu, l'actualité vous la suivez de près puisque vous la commentez dans la presse chaque semaine. Vous en êtes même parfois l'acteur, volontaire ou pas. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine. C'est résumé en 1 minute 30 et avec talent par Pierre Pochard. Une semaine qui prend son élan, comme si c'était plutôt la semaine prochaine qui allait se décider à passer à l'action. Alors que DSK, plaidant non coupable, sortait sous les huées d'une voiture grande comme une chambre d'hôtel et aussi blindée que son épouse, la défense de la présumée victime, à défaut de prendre le monde à témoin, s'adressait au monde comme on s'adresse à des jurés. The victim wants you to know that all of Dominique Strauss-Kahn's power, money, and influence throughout the world will not keep the truth about what he did to her in that hotel room from coming out. Passons sur la nuance entre la vérité et la réalité pour admettre qu'à cette minable et déjà interminable affaire vient s'ajouter une lutte de classe, de race, de sexe et le renforcement d'un bon gros cliché masculin. Tout ton corps m'appartient. Et quoi encore? Tes 5 sens. Ils peuvent m'obéir autant qu'à toi. O tempora, o mores. Voilà-t-il pas que dans ce contexte, on érige des concombres, on se les met en bouche pour les innocenter, on se fait des doigts dans l'hémicycle et puis après on dit qu'on l'a pas fait. Je n'ai pas fait de droit d'honneur au Premier ministre. Et si ça a été interprété comme ça, j'en suis désolé. Désolant. Pendant ce temps-là, Kadhafi, toujours botoxé jusqu'à l'ego, continue à défier l'OTAN et l'entendement. في حملة بربرية همجية بقصد إخضاعها ولكننا لن نخضع لن نستسلم. Après 3 mois d'affrontements en Syrie, l'ONU se tâte encore un peu le droit d'ingérence. The situation is now very clear in Syria. The process of reform is dead, and we think that Bashar has lost his legitimacy to rule the country. Une semaine qui prenait son élan donc, comme si c'était plutôt la semaine prochaine qui allait se décider à passer à l'action. Alors Bernard-Henri Lévy, ce que vous avez fait pour la Libye, ça ne vous démange pas là de le faire pour la Syrie? Alain Juppé est en train de le faire. Ce qu'il vient de dire là est extrêmement important.
Bachar al-Assad a perdu toute légitimité. Ça fait des semaines que nous étions très très nombreux dans le monde entier à attendre ces mots-là. Et une fois de plus, c'est la France qui les prononce et c'est bien. Voilà. Il y a les mots d'Alain Juppé. D'ailleurs, c'est juste comme ça une observation. Il l'appelle Bachar. C'est bizarre d'appeler un dictateur par son prénom. Vous avez raison. Ça, c'est en effet, c'est un bizarre lapsus. Et ça prend un peu de temps de passer de la familiarité cordiale à la réprobation définitive. Est-ce que vous regrettez cette lenteur quand même des Occidentaux à réagir sur la Syrie? Bien sûr, je la regrette, mais elle est... Oui, bien sûr. Je regrette surtout l'attitude du Conseil de sécurité. Je regrette cette espèce d'évidence avec laquelle on nous dit qu'au Conseil de sécurité, les Russes et les Chinois voteront nécessairement contre une résolution. Voilà, je crois que l'on peut, en tout cas diplomatiquement, sûrement, faire sur la Syrie ce qui a été fait sur la Libye. Et je crois, deuxièmement, que lorsque le clown de Tripoli, qu'on a vu se démener là, de manière un peu burlesque, lorsqu'il sera vraiment tombé, vous verrez que le compte à rebours commencera vraiment pour Bachar el-Assad. Parce que il fait moins clown, mais il faut lui envoyer aussi des hélicos français à Bachar el-Assad. Il faut intervenir en Syrie. Je crois qu'il faut réussir ce qui a été entrepris en Libye. Et alors, il y aura une jurisprudence libyenne. C'est-à-dire qu'il y aura un message adressé à tous les dictateurs du monde, et en particulier de la région, et qui consistera à dire « Vous n'êtes plus dans l'impunité. Si vous massacrez votre propre peuple, comme est en train de le faire Bachar el-Assad d'une manière abjecte, peut vous arriver ce qui est arrivé à Kadhafi. » Voilà. Après, on verra. Le droit d'ingérence, ça fonctionnerait ainsi à partir de ce moment-là où Kadhafi tomberait? Parce que la principale critique qu'on peut adresser à ce droit d'ingérence, c'est de fixer des hiérarchies qui sont nécessairement discutables ou critiquables. Elles sont pas discutables. Elles sont pour une part nécessaires et pour une part aléatoires. C'est plutôt ça. La politique, on ne va pas se raconter l'histoire, on ne va pas être angélique. C'est un mélange d'idéalisme et de pragmatisme. C'est un mélange de principes et de principes de réalité, bien sûr. C'est évident que les démocraties ne peuvent pas intervenir partout au même moment, avec la même énergie, avec la même intensité. Vous pensez que les Occidentaux maintenant sont convaincus qu'on a laissé faire un petit peu en Syrie, on a fermé les yeux puisque c'était un bon rempart à l'islamisme. On est convaincus que maintenant les démocraties peuvent être aussi un rempart à cet islamisme? Convaincu, je n'en sais rien, mais en tout cas, un précédent a été créé. Voilà, un précédent a été créé, et on va voir. Tout ça, l'histoire était bloquée dans cette région du monde, était figée. L'Occident, en effet, s'était fait à cette idée qu'au fond, c'était très commode d'avoir en face de soi des dictatures, et peut-être des dictatures islamistes, tant que Charbonnier restait maître chez soi et que l'ordre régnait dans les rangs, tout le monde était content. Cet ordre-là, il est en train de voler en éclats. Voilà. Alors, on verra, ça prendra du temps à s'universaliser, comme doit le faire une vraie maxime politique. Ça prendra du temps, mais ça le fera. C'est ce qui donne à cet événement libyen, qui a fait suite à l'événement tunisien, toute son importance historique énorme. Alors Bernard-Henri Lévy, l'homme de l'actualité de cette semaine s'appelle Kenneth Thompson. Il lui aura fallu quelques secondes et quelques mots sous les caméras du monde entier qui suivent dans les moindres détails l'affaire Strauss-Kahn pour devenir le nouveau défenseur superstar de la veuve et de l'orphelin. Regardez, il lançait un appel aux femmes françaises cette semaine pendant le journal télévisé de France 2. Il y a quelque part des femmes, qu'elles soient en France ou en Afrique, qui ont été abusées par Dominique Strauss-Kahn. Je leur demande, s'il vous plaît, appelez-moi, contactez-moi, car nous voulons les aider, nous voulons leur parler. D'abord, simplement, qu'avez-vous pensé de cet appel? Que le monde devient fou, et que ce qui vient de se passer là est horrible. Horrible. Cette façon... Attendez, la justice qui quitte les prétoires et qui va non seulement sur les plateaux de télévision, mais qui prétend s'adresser à la planète entière, c'est le contraire même de la justice. Cet homme, c'est peut-être devenu une star, comme vous avez dit, mais enfin, je ne sais pas quel métier il fait.
C'est pas ça un avocat. Un avocat, ça cherche la vérité. Ça contribue à l'établissement de la vérité. Ça ne s'adresse pas urbi et orbi à l'opinion planétaire de cette façon-là. C'est extrêmement choquant, mais tout le monde a l'air de trouver ça normal. Alors je vous avoue que j'en perds un peu mon. Alors vous avez pris position donc pour Dominique Strauss-Kahn, et il y a quelque chose quand même. Vous avez défendu aussi Roman Polanski. Là, c'est Althusser. Alors dites-moi, parce qu'entre un accusé de viol, un présumé violeur, un meurtrier de sa femme, mais vous aimez les causes indéfendables, en fait. Non, attendez. D'abord, il n'y a pas beaucoup de rapport entre les trois. J'aime. Mais à chaque fois, ça a été je déteste les meutes. La meute, c'est quelque chose qui me fait horreur. Les halalis, les lynchages, ce qui se passe aujourd'hui autour de Dominique Strauss-Kahn, alors qu'on n'a aucune idée, personne n'a la moindre idée de ce qui s'est passé dans cette fameuse suite du Sofitel. Personne n'a la moindre idée, on ne sait pas ce qu'il en pense et ce qu'il a à en dire lui-même. Personne, à part lui, ses avocats et sa femme, ne le sait. Et la façon dont le village planétaire a décidé de le lyncher, de le punir avant, par cette espèce de punition préemptive, avant que soit connue la vérité, avant que les points de vue se soient affrontés, a quelque chose de horrible. Le viol est un crime, la tentative de viol est un crime, bien sûr, mais ce qu'on fait vivre aujourd'hui à Strauss-Kahn est absolument indéfendable. Et on va le dire, là c'est trop court, il y a un débat qui va se tenir demain au cinéma Saint-Germain à Paris, où cela va être dit par Alain Finkielkraut, par d'autres, dans un débat contradictoire avec, je crois, la présidente de Ni Plus Ni Soumise, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, mais je voudrais vraiment que ces questions-là soient posées. Est-ce qu'on a le droit, et c'est ça qu'on fera demain, c'est à 11h au Saint-Germain, j'en profite pour le dire, c'est entrée libre, est-ce qu'on a le droit de fouler aux pieds comme ça la présomption d'innocence? C'est incroyable. Si on quitte le terrain judiciaire et que l'on voit maintenant le portrait qui se dessine de Dominique Strauss-Kahn, on se dit que cet homme avait au mieux un rapport compliqué avec les femmes, au pire un vrai problème à cet égard. Est-ce qu'il était responsable de laisser cet homme aller jusqu'à la présidentielle, selon vous? Mais attendez, les certitudes rétrospectives, alors là c'est complètement bouffon. Ça, c'est au mieux, une certitude rétrospective. Au pire, c'est des choses qu'on savait et qu'on ne disait pas. Mais personne ne savait. Voilà, moi je vais vous dire, tous les gens qui disent aujourd'hui, qui prennent des airs malins, qui prennent des airs entendus pour dire mais je le savais, j'avais des preuves, et dans certaines circonstances, et j'ai entendu ça l'autre soir, il changeait de visage, il devenait, je veux même pas répéter, comme s'il était possédé. Tout ça, c'est du bidon. Les gens ne savaient pas. C'est des reconstructions a priori. Tout le monde fait le malin. Chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a vu dans des situations de ce genre. Et ça finit par cet avocat qui lance un appel à témoins planétaires en disant à toutes les femmes maltraitées du monde qu'il va les sauver. Non, c'est pas comme ça qu'on fait la justice, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et je pense que Dominique Strauss-Kahn je le pense toujours, était un bon candidat. Bon, c'est terminé, mais il était un bon. Que devient la gauche sans Dominique Strauss-Kahn pour vous? Elle représente quoi sans le candidat Dominique Strauss-Kahn? Elle représente des valeurs, elle représente une opposition légitime à la politique telle qu'elle est menée par Fillon et Sarkozy depuis 5 ans, et puis elle sera incarnée par Ségolène Royal ou par Martine Aubry dans par François Hollande. Ah, j'ai pas pensé à lui, vous avez raison. Enfin, moi j'aurais dit plutôt. Oui, non, mais ce qui m'est venu à l'esprit. Votre choix se fera entre ces deux femmes, éventuellement. Je trouverais bien, vous savez, dans le pays de la loi salique, la France, je le disais déjà en 2007. Et je trouverais bien pour la même raison, à condition qu'elle soit compétente, à condition qu'elle soit vaillante, je trouverais bien que ce soit une femme, oui. Qu'une femme s'oppose à Nicolas Sarkozy, je n'ai pas changé d'avis depuis 2007, je vous ai dit que j'étais entêté tout à l'heure. Donc je trouverais ça formidable. Alors Guillaume est bien embêté, lui, puisqu'il n'avait qu'un seul champion à gauche. Guillaume, dans vos conseils de lecture en ce long week-end... Il lui reste Céline. Voilà, il lui reste Céline. Vous allez nous conseiller la biographie de Céline, d'ailleurs, par le spécialiste de Céline, Henri Godard. Voilà, Henri Godard est l'universitaire qui a présidé à l'édition des œuvres de Céline dans la Pléiade. Céline, c'est un autre destin compliqué, comme Althusser, effectivement, avec un grand nombre d'ouvrages qui se sont déjà penchés sur cet homme, avec un vrai problème
qui est de savoir comment on va faire coïncider ce grand écrivain et le salaud, l'antisémite qu'il a été. Et là, on a vu en fait deux types de réponses, ou bien des gens qui cherchaient à écarter le grand écrivain, ce qui est un peu compliqué, ou bien ce qui était tout aussi compliqué, essayer de voir dans sa détestation des Juifs un symbole, montrer qu'il n'était pas si antisémite que ça, que le régime de Pétain le détestait. Et donc là, pour la première fois, eh bien, on a un ouvrage qui fait la synthèse, c'est-à-dire que vous ne découvrirez pas de grands scoops, il n'y a pas tous ces petits détails que les céliniens aiment bien. Vous découvrirez en revanche un ouvrage qui prend de face la grande question, comment réussir à faire coïncider à la fois un grand écrivain et un salaud. Et l'autre grande question célinienne, c'est le pourquoi du basculement dans l'antisémitisme de l'auteur. Est-ce qu'on a une explication qui tient la route? Alors, il faut reprendre en quelque sorte la chronologie célinienne. Donc, Céline, né en 1894, il meurt en 1961. Son grand livre, Voyage au bout de la nuit, est publié en 1932. Puis, il publie Mort à crédit en 1936. Et là, Mort à crédit n'a pas de succès. Il avait déjà raté le Goncourt avec le précédent bouquin. Et il va nourrir un ressentiment qui très vite va devenir pathologique à l'encontre des Juifs. Il avait déjà un certain intérêt pour les gènes. Il avait développé une sorte de théorie pseudo-scientifique de cette chose-là. n'est pas d'accord avec vous, si? Non, mais je le laisse terminer. D'accord. Il avait déjà développé une théorie pseudo-scientifique à cet égard. Et donc, ça va devenir un antisémite caractériel, ontologique. Et il va publier en 1937 Bagatelle pour un massacre, qui là est vraiment un ouvrage qui suinte l'antisémitisme, un ouvrage qui, de part en part, dénonce le pouvoir des Juifs, il plagie des pamphlets antisémites. Et cet ouvrage va être unanimement salué par la critique, y compris par la critique de gauche à l'époque, va montrer cette idéologie française dont vous êtes fait évidemment le pourfendeur en 1981. L'idéologie française est un livre de Bernard-Henri Lévy qui dénonçait cela. Le bouquin va avoir un immense succès et là, il va être enfermé dans le rôle de l'antisémite. Donc l'antisémitisme de Céline, c'est aussi je me tournais vers une sorte de refrain général de l'époque. Non, je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites, mais moi je crois qu'il y a une autre explication qui est d'un autre ordre, qui est peut-être plus philosophique. Moi je crois que quand quelqu'un croit au mal radical, comme Céline dans Le Voyage au bout de la nuit, et qu'il revient sur cette croyance et qu'à la place de mal radical, il dit maladie, quand il dit non, il n'y a pas de mal, il y a juste des maladies soignables, guérissables, il suffit de trouver le bon remède, de trouver le virus, de l'identifier et de l'exterminer, au flytox, à ce moment-là, il devient en effet un génocideur et un éventuel antisémite. Et je sais ce qui s'est passé dans le cas de Céline. Céline, qui était médecin, docteur Détouche, s'est souvenu, en effet, au moment de Bagatelle, des beaux draps et de l'école des cadavres, s'est souvenu que dans une autre vie, il était docteur, et il s'est dit, au fond, cette société dont je pensais qu'elle était rongée par le mal radical, on va essayer de la guérir. On va essayer de trouver l'agent de la corruption. On va essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ça tourne pas rond. Et quand on l'aura trouvé, cet agent qui fait que ça tourne pas rond, on va essayer de l'extirper. Autrement dit, ce qui pour moi est au cœur, je ne sais pas ce que dit Godard là-dessus, mais ce qui est au cœur de cette affaire-là, c'est ce que Philippe Muret a appelé, ce que moi j'ai appelé dès La barbarie et visage humain, la volonté de guérir ou la volonté de pureté. Un écrivain saisi par la volonté de guérir, qui confond la politique et la clinique, qui croit que la politique est une région de la médecine et qui croit qu'il va cureter la société, celui-là, on peut tourner le problème dans le sens qu'on voudra, il peut tourner rouge, il peut tourner brun, mais il va devenir fasciste. Voilà. Voilà, Abdel, la technique nous annonce des révolutions chaque semaine, fait plus fort que la géopolitique, quoiqu'on a été gâté en cette année 2011 au niveau de la géopolitique. Une autre révolution a été annoncée par Steve Jobs, le président d'Apple. Elle est baptisée le iCloud. Oui. Le nuage informatique, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, l'iCloud, effectivement, qui a été annoncé cette semaine, pour le dire simplement, le cloud, qui est la technologie sur laquelle est basé le iCloud, c'est un service de stockage de données à distance. D'une certaine manière, le cloud, c'est un peu comme votre garde-meuble virtuel, sauf qu'au lieu de garder des meubles, eh bien, ça garde l'intégralité de vos fichiers personnels.
Et ça, c'est nouveau et c'est révolutionnaire. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup depuis quelques jours, parce que jusqu'à présent, dans l'histoire de l'informatique, nos fichiers perso, ils étaient systématiquement stockés sur un support physique, sur un ordinateur, sur un disque dur. Alors que là, avec le cloud, eh bien, ces fichiers, ils sont plus stockés matériellement, mais ils sont dans ce qu'on appelle le nuage informatique, qui est une expression très poétique. Donc dans pour l'air. parler, voilà, en réalité, de serveurs et de ce qu'on appelle des data centers, c'est-à-dire des centres de données répartis à travers le monde. Alors, il y a beaucoup d'utilités à ce service, mais la première, c'est la possibilité de lire vos fichiers à partir de n'importe quel appareil. Vous avez accès, à partir du cloud, à vos fichiers, à partir d'un ordinateur, bien sûr, mais aussi d'un téléphone mobile, d'un smartphone, d'une tablette. Par exemple, aujourd'hui, là, si je prends une photo sur ce plateau et je l'envoie sur le cloud, eh ben, cette photo devient instantanément accessible, comme on le voit sur le schéma juste derrière, à partir de l'intégralité des appareils qui me concernent. Pareil pour la musique, si on s'inscrit à un service de téléchargement de musique sur le cloud, eh bien ensuite on est d'accord, il faut avoir le net. Il faut avoir le net. Si on est à Misrata ou à Benghazi, on ne peut pas consulter sa discothèque. Alors depuis quelques jours, tout le monde associe cette technologie à Apple parce qu'ils sont très forts en marketing, mais ce service a été adopté par pas mal de sociétés. Par exemple, Amazon qui a lancé un service de téléchargement et de consultation de MP3, là aussi sur le cloud. Spotify et Deezer, on le dit pas vraiment, mais c'est de la musique en streaming, donc c'est aussi de la musique sur le cloud. Et puis Google, ça fait un certain nombre d'années qui diffusent leurs services de téléchargement et de partage de documents. Alors les révolutions technologiques à leur début, surtout, ne sont pas parfaites. C'est quoi le yin et le yang? Alors, le gros avantage, c'est que comme les données ne sont stockées nulle part, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a plus besoin de recopier la même photo, la même musique sur chacun de ces appareils. Parce que ça ne vous a pas échappé, depuis quelques années, il y a un certain nombre d'appareils qui entourent le fameux ordinateur familial. Auparavant, tout était stocké sur l'ordinateur familial. Aujourd'hui, il y a des smartphones, des tablettes, des netbooks, des ordinateurs portables. Et au fur et à mesure que ces appareils nous ont envahis, eh bien, ça devenait de plus en plus embêtant de synchroniser ces fichiers personnels sur chacun de ces appareils. Et donc, c'est ça le gros avantage du cloud, c'est que ça nous fait gagner énormément de temps. Par contre, vous l'avez dit, il y a un gros souci, c'est que comme le cloud n'est accessible que via Internet, eh ben, si vous n'avez pas accès au net, eh ben, vos fichiers perso, vous n'y avez plus accès. Ça, c'est un peu... On part du principe que le net sera la grosse défaillance partout dans le monde. Ça fait des années qu'on nous dit que le net sera accessible partout. Mais... D'ailleurs, le jour où le net sera accessible à Misrata, ce sera quand même bon signe. Ça sera le signe qu'ils auront gagné la guerre, oui. Absolument. Merci Abdel. Je vous propose maintenant de regarder d'autres images sur d'autres écrans avec le zapping.